Avec plus de 1,4 milliard d'habitants, la Chine est le pays le plus peuplé de la planète et possède l'une des cultures les plus riches du monde moderne. Mais ce n'est pas parce qu'il y a plus de monde que toutes les habitudes, les règles ou les traditions chinoises paraissent normales aux yeux du monde entier. Entre des spécialités culinaires complètement improbables, des coutumes de mariage délirantes et la raison étonnante pour laquelle certaines forces de police utilisent des oies, découvrons les choses tellement incroyables qu'on a du mal à croire qu'elles font pourtant partie du quotidien en Chine. Le pays de la sieste. En tant que deuxième pays le plus riche du monde, c'est pas étonnant que la Chine vive à 100 à l'heure. Mais comment font-ils pour rester aussi productifs et efficaces? Quel est leur secret? Eh bien, c'est tout simple, dormir. Des études montrent qu'une bonne nuit de sommeil améliore la concentration, facilite l'apprentissage et réduit le stress. En réalité, une petite sieste en début d'après-midi permet aussi d'améliorer l'humeur, les performances et la vigilance. Et crois-moi, les Chinois le savent très bien. À tel point que la sieste, en particulier après le déjeuner, est profondément ancrée dans leur culture. Ils ont même un dicton qui dit « Si tu ne dors pas à midi, tu t'effondreras dans l'après-midi ». Résultat, les Chinois sont carrément encouragés à dormir pendant leurs heures de travail afin d'être plus productifs. Ouais, t'as bien entendu. Partout dans le pays, des usines et des bureaux imposent souvent une sieste après le déjeuner. Pourquoi? Eh bien, c'est lié à la culture du 996 apparue dans les années 2000. Travailler de 9h du matin à 9h du soir, 6 jours par semaine. Ce rythme infernal a largement contribué à l'incroyable essor économique du pays. Mais même s'il comprend une pause déjeuner de 2 heures pour faire une bonne sieste, il faut avouer que ça fait des sacrées semaines de travail. Et comme la sieste de l'après-midi est parfaitement normale, il n'est pas rare de voir des gens piquer un somme en pleine rue, dans les transports en commun ou même chez Ikea. Apparemment, ce type est même allé jusqu'à installer un hamac dans le métro. Mais les champions de la sieste la plus risquée sont sans doute ces électriciens, qui s'attachent directement aux pylônes électriques tout en dormant suspendus à près de 50 mètres de hauteur. Grimper en haut de ces immenses structures est tellement épuisant que pour éviter de monter et de descendre sans arrêt, ils restent là-haut toute la journée et ne redescendent que pour manger. Là, on peut vraiment parler d'une sieste sous haute tension. Mais les siestes extrêmes ne concernent pas seulement le travail. Ici, elles sont encouragées dès l'école primaire. Prenons par exemple les élèves de l'école primaire de Gaoxin, dans la province du Shaanxi. Après le déjeuner, toute la classe grimpe sur les bureaux pour faire une petite sieste. Cela dit, une école dans l'est de la Chine fait désormais dormir ses élèves dans des tentes, estimant que dormir sur un bureau en bois nuit à la qualité du sommeil et peut provoquer des problèmes de dos. Quoi qu'il en soit, même si les siestes sont prouvées comme étant bénéfiques pour la productivité, je doute que mon patron accepte un jour l'idée. La dernière fois qu'il m'a surpris en train de dormir, j'ai bien failli me faire virer. La mer Rouge. Vu que leur drapeau est presque entièrement rouge, c'est pas étonnant que cette couleur soit si importante en Chine. Elle est même censée symboliser la chance, la joie et éloigner les mauvais esprits. Cela dit, elle n'a pas apporté beaucoup de chance lorsque certaines rivières sont devenues rouges. Avec près de 6300 km de long, le fleuve Yangtze est le plus long de Chine et le troisième plus long du monde. Pourtant, en 2012, une partie du fleuve s'est mystérieusement colorée d'un rouge étrange. Pourquoi? Personne n'a vraiment réussi à l'expliquer, même si l'hypothèse la plus probable était un déversement illégal de déchets. En effet, la coloration était principalement concentrée autour de Chongqing, l'une des plus grands centres industriels du pays. Tout laissait donc penser qu'un rejet provenant d'une usine avait fini dans le fleuve, lui donnant cette inquiétante teinte rouge. Aujourd'hui, le traitement des déchets est devenu un secteur extrêmement rentable en Chine. Avec une croissance du marché d'environ 7% entre 2019 et 2024, les entreprises augmentent encore leurs bénéfices en confiant leurs déchets à des intermédiaires. Le problème, c'est que ces intermédiaires les transmettent parfois à d'autres intermédiaires, encore et encore, jusqu'à ce que les déchets finissent simplement par être déversés illégalement dans une rivière. D'après certains rapports, rien qu'en 2016, près de 10 000 tonnes de déchets provenant de la ville de Haining ont été rejetés dans le Yangtze. Mais l'un des cas les plus étranges reste celui de 2013, lorsque près de 16 000 carcasses de porcs ont été retrouvées flottant dans le fleuve. Finalement, la couleur de l'eau paraît presque être le moindre souci de la Chine. À table, les bonnes manières. Si tu manges comme moi, t'as sûrement déjà répété plus d'une fois de pas mâcher la bouche ouverte, de pas faire du bruit en mangeant, de pas rôter et de pas mettre le bordel à table. En Chine, en revanche, mes mauvaises habitudes feraient presque de moi un invité modèle. Là-bas, aspirer bruyamment ses nouilles ou claquer des lèvres n'est pas seulement accepté, c'est considéré comme un compliment adressé au chef et une façon de montrer que le repas est délicieux. Visiblement, ce repas était vraiment excellent, et suffisamment rassasié pour lâcher un row, surtout ne te retiens pas. Là aussi, c'est vu comme une preuve que tu t'es régalé. En revanche, il y a une habitude à table avec laquelle j'ai vraiment du mal, la facilité avec laquelle certains clients crachent.
Comme de nombreux plats contiennent des petits os, des graines ou des peaux, au lieu de les retirer discrètement de leur bouche, il était autrefois tout à fait normal de les recracher directement par terre. Traditionnellement, cracher est considéré comme un geste purificateur en Chine. C'est pourquoi certaines personnes continuent encore aujourd'hui. Cela dit, cette pratique est de moins en moins acceptée et les villes comme Guangzhou ont interdit les crachats dans les lieux publics dès 2020. Tant que c'est pas dans mon assiette, en vrai, ça me va. Charge hors norme. En 2018, le commerce de marchandises de la Chine représentait la somme astronomique de près de 4000 milliards d'euros, soit environ 12,4% de l'ensemble du commerce mondial. Mais lorsque la demande dépasse l'offre, les véhicules de transport à travers le pays finissent souvent par être chargés bien au-delà de leur capacité. D'après les autorités, jusqu'à 80% des véhicules circuleraient même en surcharge. Et si tu penses que j'exagère, attends de voir cette histoire. En 2019, 2 camions de fret traversaient un pont dans la province de Jiangsu. Le premier transportait 7 piles de bobines d'acier et le second en transportait 6, ce qui portait le poids total des 2 camions à plus de 100 tonnes. Le premier a réussi à franchir le pont sans problème, en revanche, lorsque le second s'est engagé dessus, toute la structure a cédé et il s'est effondré, écrasant les voitures qui se trouvaient en dessous. Heureusement, le chauffeur du camion s'en est sorti avec des blessures. En revanche, 3 autres personnes ont malheureusement perdu la vie. Et c'était même pas la première fois qu'un tel drame se produisait. On estime qu'entre 2006 et 2016, 69 ponts se sont effondrés à cause de véhicules en surcharge. Ça représente environ 7 ponts par an, soit plus d'un effondrement tous les 2 mois. Et c'est clairement pas normal. Depuis, les autorités ont renforcé les contrôles et les inspections afin d'éviter que ce genre d'accident ne se reproduise. Mais quand on voit des photos comme celle-ci, on a quand même l'impression que beaucoup de gens ne prennent pas vraiment les risques liés aux véhicules surchargés au sérieux en Chine. Ce chariot peut facilement accueillir une 50aine de personnes. Mettre du fun dans les funérailles. Tu t'es déjà demandé à quoi ressembleraient tes propres funérailles? À un cercueil ouvert, une chorale en latin, des feux d'artifice et Barbara Streisand. Le départ parfait. Enfin bref, tu t'es déjà demandé ce qui se passe après la mort? Eh bien, pas besoin d'imaginer, parce qu'il existe en Chine un endroit conçu pour te faire vivre l'expérience complète de la mort, pour s'en mourir évidemment. Présent dans les parcs Athènes de Shenzhen ainsi que des rues commerçantes de Shanghai, Samadhi, l'expérience 4D de la mort, est une sorte d'escape game dans lequel les participants doivent relever une série d'épreuves pour éviter de mourir. Ceux qui échouent sont ensuite allongés sur un faux tapis roulant de crématorium qui souffle de l'air chaud jusqu'à 40 degrés Celsius et utilise des projections lumineuses pour recréer ce qui est présenté comme une expérience authentique de crémation. Les créateurs Ding Rui et Wang Weiping étaient tellement déterminés à rendre l'expérience réaliste qu'ils sont eux-mêmes entrés dans un véritable four crématoire. Mais avec les flammes éteintes, Une fois les participants passés par cette épreuve brûlante, ils sont transportés dans une pièce ressemblant à un utérus où ils sont renés, lors d'une cérémonie de réincarnation inspirée de croyances traditionnelles chinoises. Même si une attraction qui te fait revivre ta propre mort ne semble pas très attirante, environ 50% des Chinois choisissent la crémation après leur décès. Et comme la mort est souvent perçue comme une étape positive menant à une renaissance dans de nombreuses croyances chinoises, beaucoup sont curieux d'en faire l'expérience. L'attraction a d'ailleurs récolté plus de 58 000 € lors de son financement participatif, dépassant largement l'objectif fixé par ses créateurs. Personnellement, je suis pas vraiment mort d'envie de l'essayer. Je vais plutôt rester sur les montagnes russes classiques, perso. La police des oies. Les policiers doivent toujours être prêts à faire face à toutes les situations. C'est pourquoi une unité de police chinoise a sorti l'artillerie lourde, ou plutôt les grosses oies. Sans plaisanter, une unité de la police de Xinjiang a réellement recruté tout un groupe d'oies. Pourquoi? Parce que les oies sont des animaux extrêmement vigilants grâce à leur instinct très territorial. En quelque sorte, ce sont des chiens de garde, avec des ailes. En octobre 2021, une véritable armée d'oies a donc été déployée sur près de 480 km dans la préfecture de Chongzhou afin d'empêcher le coronavirus d'entrer dans le pays via des passages clandestins à la frontière. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, cette méthode complètement improbable a porté ses fruits. En décembre 2021, une oie aurait lancé un concert de klaxonnement entraînant toutes les autres avec elle, ce qui a permis d'alerter la police de la présence de 2 personnes qui tentaient de franchir illégalement la frontière. Enfin plutôt, cacardement hurrah. Respecte tes aînés. Entre les derniers potins du quartier et la super promo trouvée au supermarché la semaine dernière, rendre visite à ses parents, c'est pas toujours l'activité la plus passionnante. Mais en Chine, que ça te plaise ou non, c'est la loi. Et oui, selon la loi sur la protection des droits et des intérêts des personnes âgées entrée en vigueur en 2013, si tes parents ont plus de 60 ans, tu es légalement tenu de leur rendre visite régulièrement. Et c'est pas tout. Le chapitre 2, article 11 précise également que les enfants doivent subvenir à leurs besoins, prendre soin d'eux, les réconforter et répondre à leurs besoins particuliers.
Cela dit, comme personne ne contrôle réellement l'application de cette loi et que plusieurs formulations restent extrêmement vagues, elle a souvent été critiquée. Parce que franchement, qu'est-ce que ça veut dire exactement besoin particulier? Leur mixer le repas, promener leur chien, se transformer en repose-pied humain? Quoi qu'il en soit, si leur enfant refuse de s'en occuper, les parents peuvent demander une médiation, voire les poursuivre en justice. Après tout, si obliger légalement son enfant à venir nous voir ne fonctionne pas, je sais pas ce qui marchera. Moi par exemple, j'aime tellement ma mère que j'ai passé la trentaine et j'habite toujours chez elle. Même si elle me répète d'arrêter de vivre à ses crochets et trouver un vrai travail qui ne consiste pas à faire des vidéos sur YouTube. L'épingle sous le menton. Avec la troisième armée la plus puissante du monde, c'est pas vraiment surprenant que la Chine soit très exigeante avec ses soldats. Mais il y a certaines choses où elle pousse vraiment le concept très loin. Prenons par exemple la position du garde à vous. Présente dans la plupart des armées du monde, elle consiste à garder le menton relevé, le torse bombé, les épaules en arrière et le ventre rentré. Mais en Chine, pas question de laisser les soldats relâcher leur posture, alors ils ont trouvé une méthode assez folle. Sur plusieurs photos, on peut voir des recrues avec une épingle fixée sur leur col, la pointe dirigée vers leur menton. Résultat, au moindre relâchement ou à la moindre mauvaise posture, elles se piquent immédiatement. Bon, finalement c'est peut-être pas une si mauvaise idée, vu ma posture de Quasimodo, ça pourrait presque me servir. Jusqu'à ce que la mort nous réunisse. Mes amis, chers membres de la famille, nous sommes réunis aujourd'hui pour unir ce cadavre en décomposition et cet autre cadavre en décomposition par les liens sacrés du mariage. Quelqu'un s'oppose-t-il à cette union? Oui, moi. Figure-toi que marier des personnes décédées ou organiser des mariages fantômes est une ancienne tradition chinoise vieille d'environ 3000 ans. Pourquoi? Selon la tradition chinoise, une personne célibataire qui meurt sans s'être mariée resterait éternellement malheureuse et finirait par hanter sa famille encore en vie. Pour éloigner cette mauvaise fortune, la famille doit donc trouver un autre défunt à faire épouser à son proche disparu, un fiancé fantôme en quelque sorte. Comme lors d'un mariage chinois traditionnel entre vivants, il y a des cadeaux, un repas et une cérémonie, mais surtout un rituel devant lequel la mariée défunte est exhumée, puis enterrée aux côtés de son nouvel époux. Voilà une lune de miel un peu particulière. Mais attends une seconde, comment les familles trouvent-elles un autre mort à marier avec leur défunt? Eh bien, voici le marieur fantôme, un maître de Feng Shui qui tient à jour une liste des célibataires décédés. Et non seulement il essaye de réunir des personnes mortes depuis une durée similaire, mais il cherche aussi à les associer selon leur compatibilité. Imagine un peu. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Un Gémeaux de 34 ans à la recherche d'un autre défunt avec qui passer l'éternité. Pendant son temps libre, il aime lire, faire des longues promenades sur la plage et regarder les vidéos de trucs de fous. Salut toi. Oui, toi derrière ton écran. Fais pas ton timide. Toi aussi tu regardes les vidéos de trucs de fous, non? Alors abonne-toi et laisse-moi un petit commentaire. Désolé, je sais pas ce qui m'a pris. Bref, allez, on passe à la suite. Les champions du piment. On sait tous que les piments peuvent être extrêmement forts, au point de te faire regretter toutes tes décisions. Alors quoi de mieux que d'en avaler le plus possible et le plus vite possible? Eh oui, chaque année dans la province du Hunan, un concours de mangeurs de piments est organisé. Mais contrairement aux autres compétitions alimentaires, les participants sont entièrement plongés dans une baignoire remplie de piments. Voilà une nouvelle définition de bain de feu. Pendant ce festival, généralement organisé en juillet et en août, les concurrents croquent des piments tous les jours simplement pour prouver à quel point ils sont coriaces. En 2018, Tang Shuai a d'ailleurs remporté la compétition en engloutissant 50 piments en un peu plus d'une minute. Mais ce genre de concours ne se limite pas au Hunan. Partout en Chine, on retrouve des compétitions similaires où les participants sont immergés dans des bains remplis de piments tout en les dévorant à toute vitesse. Dans d'autres villes, comme Hangzhou, certains hôtels proposent même à leurs clients de prendre un bain dans une immense fondue chinoise, tout en dégustant cette même fondue remplie à ras-bord de piment. Décidément, peu importe le jour, il y aura toujours quelqu'un en Chine prêt à mettre un peu plus de piquant dans sa journée. Mariage en fumée. T'aimes pas les mariages? Quelque chose d'ancien, quelque chose de neuf, quelque chose d'emprunté, quelque chose de bleu. Et une bouteille de Sprite transformée en énorme bang. Attends quoi? Eh oui, d'après plusieurs sources en ligne, il était apparemment courant dans les années 80 et 90 en Chine que la mariée offre une cigarette à chaque homme présent au mariage avant de l'allumer elle-même. Ensuite, les jeunes mariés participaient à différents jeux autour de la cigarette. Par exemple, fabriquer un immense bang avec une vieille bouteille de Sprite. La grande classe, non? Mais pourquoi? Eh bien, certaines sources expliquent que ces jeux permettaient de détendre l'atmosphère pendant que les deux familles se disputaient à propos du placement des invités. En plus de ça, fumer ensemble était censé porter chance aux jeunes mariés. Alors, au nom de la tradition, je crois que je vais me fabriquer une vieille bouteille de Sprite avec 8 cigarettes dedans. Quoi? C'est culturel, voyons. Un sacré poisson. Avec une production moyenne de plus de 55 millions de tonnes de poissons par an, la Chine est le plus grand consommateur de produits de la mer au monde.
représentant à elles seules environ 45% de la consommation mondiale. Si les espèces les plus consommées sont les crevettes, les calamars et la plie, un groupe de pêcheurs a involontairement élargi le menu en 2014 en capturant un requin-baleine. Cet énorme animal marin de 2 tonnes avait apparemment déchiré leur filet et essayé d'évoler des poissons qui s'y trouvaient. Il est malheureusement resté coincé dedans et est mort. Lorsque les pêcheurs ont découvert leur prise gigantesque, ils ont remonté le requin-baleine à bord et, espérant gagner rapidement un peu d'argent, ils ont voulu le vendre pour environ 3000 €. Malheureusement pour eux, le requin-baleine est une espèce protégée, et toute personne surprise en train d'acheter ou d'en vendre un s'expose à plusieurs infractions pénales. C'était d'ailleurs pas la première fois qu'un requin-baleine était capturé en Chine, et tous ceux qui ont tenté de le revendre ont fini par avoir affaire à la justice. Les pêcheurs se sont donc retrouvés avec une carcasse de 2 tonnes dont ils ne savaient absolument pas quoi faire. Les autorités compétentes sont finalement venues la récupérer, mais pendant un moment, on a bien cru que le requin-baleine allait finir au menu du soir. Les critères de beauté. La Chine peut être particulièrement exigeante en matière de critères de beauté. Et ce qui est encore plus surprenant, c'est que beaucoup de personnes semblent prêtes à tout pour correspondre à ces standards. Pour commencer, le poids occupe une place énorme. Être le plus mince possible est souvent valorisé, même lorsque cela devient mauvais pour la santé. Il existe un dicton populaire en Chine qui dit « Une femme bien ne doit pas dépasser 100 jeans », ce qui correspond à environ 50 kg. Pour te donner une idée, 50 kg c'est à peu près le poids d'une jeune fille de 12 ans en bonne santé. Et c'est pas tout. En 2019, une enquête internationale sur les critères de beauté menée dans 27 pays a révélé que la Chine était le pays où on considérait le plus que le poids et la silhouette étaient essentiels pour être considérés comme beaux, aussi bien chez les femmes que chez les hommes. Aïe aïe aïe, avec mon petit bidon, je crois que je serai clairement pas dans les critères. Ces standards sont encore renforcés par toutes sortes de défis qui circulent sur internet et que certaines femmes utilisent pour prouver leur minceur. Par exemple, la taille idéale ne devrait pas être plus large qu'une feuille A4 tenue à la verticale. Les jambes ne devraient pas être plus larges qu'un iPhone 6, et si tu veux vraiment montrer à quel point tu es mince, tu devrais pouvoir faire tenir une pile de pièces de monnaie dans le creux de ta clavicule. Franchement, c'est assez inquiétant. Je pense qu'on peut tous être d'accord sur une chose, la beauté existe sous toute forme et toutes les tailles. Tant que t'es heureux et en bonne santé, t'es parfait comme tu es. Et si une mode absurde sur internet te convainc du contraire, t'as probablement des problèmes bien plus importants qu'1 ou 2 kilos en trop. Oh, salut! Bienvenue dans la cuisine de trucs de fou, où je te montre comment préparer les plats les plus douteux qu'on puisse imaginer. Prêt? Aujourd'hui, on s'attaque à un grand classique de la cuisine chinoise venu de la ville de Dongyang, et vieux de plusieurs siècles, les œufs aux urines de jeunes garçons. Ouais, t'as bien entendu, des œufs aux urines de jeunes garçons. Pour cette recette, il te faudra une grande marmite, autant d'œufs de poule que tu veux, et un garçon de moins de 10 ans prêt à te donner son urine. Aujourd'hui, j'ai mon neveu, Jared. Une fois que t'as tout ça, c'est parti. Commence par mettre les œufs dans la marmite et recouvre-les d'urine. Ensuite, fais chauffer à feu vif jusqu'à ébullition. Laisse-les cuire environ 6 à 8 minutes pour qu'ils deviennent des œufs durs. Après ça, sors les œufs, casse leurs coquilles puis remets-les dans la marmite remplie d'urine. Ensuite, laisse-les mijoter pendant 24 heures afin qu'ils s'imprègnent vraiment de toute cette saveur d'urine. Une fois prêt, le blanc doit être jaune pâle et le jaune d'œuf doit être vert. Il y a d'ailleurs plusieurs raisons qui expliquent ce changement de couleur. L'une d'elles est que lorsqu'un œuf est cuit trop longtemps à haute température, l'hydrogène du blanc réagit avec le soufre présent dans l'eau, ou dans ce cas, dans l'urine, ce qui donne un jaune verdâtre. Un œuf peut aussi devenir vert lorsqu'il est cuit dans une eau contenant une quantité importante de fer, un minéral qui est également éliminé dans les urines. Mais assez parlé de science, et voilà un que j'ai préparé tout à l'heure. Délicieux. Alors pourquoi est-ce que quelqu'un ferait une chose pareille? Eh bien, les habitants de Dongyang affirment non seulement que ces œufs ont un goût frais et salé, mais qu'ils auraient aussi des vertus pour la santé, allant du soulagement des douleurs articulaires à une meilleure circulation sanguine. Cela dit, les études scientifiques modernes ne sont pas du même avis et concluent que l'urine n'apporte absolument aucun bénéfice supplémentaire à l'œuf. Tu te demandes peut-être aussi pourquoi il faut précisément de l'urine de jeunes garçons. Eh bien, cette explication s'est perdue au fil des siècles car les œufs aux urines de jeunes garçons font partie des traditions de Dongyang depuis très longtemps. Même si visiblement le goût, lui, il est resté. Mais c'est tout pour aujourd'hui dans la cuisine de trucs de fou avec Jared. Et oublie pas Jared, si ta mère demande, on était au parc, ok? Le trou qui change tout. Oh les bébés, ce n'est pas adorable, leur petit nez, leurs minuscules pieds, et surtout changer une couche bien remplie qui sent très mauvais. Ouais, finalement c'est tout de suite moins mignon. Heureusement la Chine a trouvé une solution pour éviter complètement les couches infernales. En effet, beaucoup de parents chinois laissent leurs enfants sans couche. Comment? Au lieu d'utiliser une couche ou de laisser simplement le bébé se salir, ils utilisent ce qu'on appelle des pantalons fendus. En gros, ce sont des pantalons avec une ouverture dans l'entrejambe qui permet au bébé de faire ses besoins où bon lui semble.
Et après de nombreux témoignages en ligne, il est tout à fait courant en Chine de voir des bébés ou de jeunes enfants s'accroupir pour faire leurs besoins en pleine rue, dans un centre commercial ou même dans les transports en commun. Et si les Chinois regardent cette vidéo, corrigez-moi si je me trompe, mais d'après ce qu'on lit sur certains forums, il arrive même que les parents ne ramassent rien derrière eux, laissant parfois les excréments humains sur les trottoirs. Autant dire qu'il vaut mieux regarder où tu mets les pieds. Les yeux dans les yeux. Que ce soit notre silhouette, nos yeux, notre nez, notre bouche ou nos cheveux, notre origine joue un rôle important sur notre apparence. Et c'est justement cette diversité qui rend l'humanité si fascinante. Pourtant, il existe une caractéristique très répandue chez les populations asiatiques que certaines personnes cherchent aujourd'hui à faire disparaître, le pli épicantique. Le pli épicantique est un petit repli de peau situé au-dessus de l'œil qui peut te donner l'impression que la paupière est moins visible. C'est ce qu'on appelle parfois une paupière monolide. Avec l'évolution des critères de beauté largement influencés par les standards occidentaux, certaines personnes trouvent que cela donne l'impression d'avoir de petits yeux. Et choisissent donc de subir une chirurgie des paupières appelée blépharoplastie, une opération qui coûte en moyenne plus de 2700 €. Concrètement, le chirurgien pratique une incision dans la paupière, retire ce qui est considéré comme un excès de peau, puis referme le tout afin de créer un pli visible. Et crois-moi, j'ai cherché blépharoplastie sur internet et t'as vraiment pas envie de voir ces vidéos. Regarde-les uniquement à tes risques et périls. Mais c'est pas la seule pratique liée aux yeux qui est populaire en Chine. Il existe aussi un traitement traditionnel connu sous le nom de grattage des globes oculaires. Et oui, c'est exactement aussi terrifiant que son nom laisse l'entendre. Certaines personnes se rendent chez les barbiers de rue qui prennent une lame bien aiguisée, soulèvent délicatement la paupière et grattent le long de la ligne des cils. Le barbier Xiongao est considéré comme un expert dans cette pratique et la réalise depuis les années 80. Selon lui, tant que le geste est effectué avec douceur, il ne provoque ni douleur ni blessure. Cette méthode est censée améliorer la santé des yeux en débouchant les glandes de Meibomius, qui peuvent parfois s'obstruer et provoquer une gêne. Au début du XXe siècle, cette technique servait notamment à traiter le trachome, une infection de la face interne de la paupière pouvant entraîner des ulcérations et des cicatrices. Aujourd'hui encore, certains affirment que ce traitement procure une sensation de fraîcheur et de confort. En revanche, l'ophtalmologue Dr Chao rappelle que si le matériel n'est pas parfaitement nettoyé et stérilisé, le risque d'infection est bien réel. Alors peut-être que le plus prudent reste quand même d'éviter de mettre une lame de rasoir dans tes yeux, non? Ouais, ça m'a l'air pas très con comme idée. Sur cette image, c'est tout pour aujourd'hui. Est-ce que certaines de ces habitudes du quotidien t'ont surpris ou est-ce que ça te paraît finalement assez banal comparé à ce qui se passe dans ton propre pays? Dis-le moi dans les commentaires ci-dessous et comme d'habitude et jusqu'à la prochaine fois, merci de nous avoir suivis.